Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans Midi Ensemble. C'est maintenant l'heure de notre page santé. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le trouble auditif. Une baisse de l'audition peut arriver n'importe quand. Cela concerne plus de 350 millions de personnes dans le monde. Beaucoup d'enfants souffrent de ce trouble qui peut parfois causer des retards dans le développement. Des parents qui ont un rôle important à jouer en remarquant tôt cet handicap, en les amenant consulter. Plus de 80% des surdités des enfants existent depuis la naissance. Vous savez, aujourd'hui, entre 7 et 8 millions de personnes souffrent de malaudition ou bien d'acouphènes. Ce sont des sifflements continus dans les oreilles. Alors, comment dépister ces troubles de l'audition? Quelles en sont les causes et quelles sont les solutions pour vivre mieux avec ce problème, adulte ou enfant? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Attal, ORL. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Michael Wolf, pédiatre, merci d'être là aujourd'hui. Et puis Marianne Bougrain, qui est devant son ordinateur tout au long de cette émission pour réagir en direct à vos questions, vos commentaires à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Midi Ensemble, c'est maintenant. Restez avec nous. Elle peut parfois nous jouer des tours. L'audition et ses troubles sont courants et pas seulement chez les personnes âgées. Dès leur plus jeune âge, les enfants peuvent être exposés à des lésions graves qui peuvent les conduire à la surdité. La vie moderne n'aide pas nos oreilles à rester intactes, héréditaires ou non. Guérissables ou pas, les troubles de l'audition peuvent nous gâcher la vie. Le reportage tout de suite de Lise Barenbaum et on en parle avec vous, messieurs, tout de suite après. Les troubles de l'audition englobent de nombreuses pathologies qui se manifestent à différents âges de la vie par des atteintes plus ou moins sévères, temporaires ou définitives du système auditif. Chez l'enfant, la déficience auditive est la plus fréquente à la naissance. À 3 ans, les surdités sévères et profondes concernent 3 enfants sur 1000. Aujourd'hui, un jeune sur 5 est menacé de surdité en raison du bruit des appareils électroniques. Parce que le soir, je m'endors avec mes écouteurs et la musique est à fond. Et le lendemain, quand je me réveille, en fait, je sens que mes oreilles sont bouchées. La toxicité des nuisances modernes pour l'oreille n'est pas assez prise en compte et les spécialistes alertent sur ce danger contemporain. Malheureusement, on n'a pas aujourd'hui de techniques qui permettent, médicamenteuses en particulier, qui permettent au système de retrouver son état initial. Donc si une lésion est constituée, elle va persister. La surdité de transmission, partielle et réversible, résulte d'une affection de l'oreille moyenne. 8 fois plus fréquente que la surdité de perception, elle peut être corrigée par traitement médical ou chirurgical. Les différents types d'otite sont les principales pathologies en cause dans la surdité de transmission. La surdité de perception est une atteinte définitive de l'oreille interne qui entraîne une perte auditive légère ou totale. Elle peut être héréditaire ou non héréditaire, c'est-à-dire causée par un traumatisme, une malformation, une infection virale pendant la grossesse ou la prise d'un médicament. Mais dans un tiers des cas, la cause d'une surdité reste inconnue. L'exposition à des volumes sonores élevés, dans un concert ou une discothèque, peut aussi causer des lésions au système auditif. De la simple fatigue auditive à une légère baisse d'audition, accompagnée de bourdonnements, jusqu'à une surdité partielle ou totale et non réversible. Pour le corps médical, les pauses dans l'écoute musicale peuvent être salutaires. Premier conseil, c'est de faire des pauses régulières, une pause toutes les 45 minutes, 10 minutes par exemple toutes les 45 minutes, histoire d'aérer, donc d'éviter d'écouter en continu toute la journée, d'éviter de monter le son trop au-dessus du seuil d'avertissement que donne le baladeur, et d'éviter d'écouter trop fort, trop souvent et trop longtemps. Autre trouble fréquent, l'hyperacousie est une hypersensibilité du système auditif à certaines fréquences de son. Une personne qui souffre de cette pathologie ne tolère pas certains bruits perçus comme normaux par d'autres personnes. La presbyacousie correspond à la baisse progressive de l'audition liée à l'âge et concerne environ 3 millions de personnes en France. Elle débute généralement à partir de 45-50 ans et atteint d'abord la perception des fréquences aiguës. Enfin, les acouphènes correspondent à une sensation auditive perçue par le cerveau sans rapport avec la perception de sons audibles. Sifflements, bourdonnements peuvent alors être temporaires ou permanents. Alors Michael Wolf, dites-nous, comment suspecte-t-on un trouble de l'audition? Alors, le mot-clé, c'est le mot dépistage. Au plus tôt l'enfant sera dépisté, au plus rapidement il sera pris en charge et au meilleur seront les résultats. Alors on peut suspecter ou penser, évoquer un trouble de l'audition déjà même avant la naissance, chez les mamans enceintes où il y a des antécédents familiaux de surdité ou alors malheureusement une maman qui a une pathologie qui peut toucher l'audition du fœtus. Après vient la naissance, il peut y avoir un trouble obstétrical, un traumatisme obstétrical avec parmi une anoxie
d'hypoxie, un manque d'oxygène. On peut aussi suspecter un problème d'audition lorsque l'enfant naît très prématurément, avec un petit poids. L'enfant fait une très grosse jaunisse ou reçoit parfois des médicaments quand on suspecte une infection bactérienne qui peuvent être toxiques, comme les aminosides, pour les oreilles. Après, plus tard, quand la période néonatale est passée, il faut rester vigilant. Un enfant qui, vers l'âge de 6 mois, va arrêter tout d'un coup de babiller, ça peut être suspect. Un enfant qui ne réagit pas à un stimuli sonore qui n'est pas dans son champ visuel, il faut être prudent. Et c'est comme ça plus tard, jusqu'à des troubles d'articulation, ou voit même en âge scolaire des troubles d'apprentissage ou de comportement. Alors justement, Pierre Attal, quels sont les examens qui sont mis à notre disposition pour justement dépister les troubles de l'audition? Alors l'examen clé, c'est l'audiogramme. Oui. C'est-à-dire un examen de l'audition qui est subjectif, qui nécessite la participation du sujet. Donc il est en général réalisable à partir de 2 ans et demi et à l'âge adulte. Avant, c'est plus difficile. Il existe aussi des épreuves objectives comme les auto-émissions acoustiques qui ne nécessitent pas la participation du sujet. Elles sont obligatoires en Israël depuis 2010. Ça consiste à envoyer un son dans l'oreille et à récupérer en retour. L'oreille émet elle-même un son. Donc on récupère ce son et comme ça, on est presque sûr que l'enfant entende dès la naissance. Le deuxième examen qui est important et dont les parents doivent connaître, c'est les potentiels évoqués auditifs, qui sont une espèce d'électroencéphalogramme de l'audition. On stimule l'oreille et on récupère un signal qui va être donc objectif. Il est à noter qu'en Israël, c'est un point qui me semble assez important, l'audiogramme est réalisé par un orthophoniste. À la différence de la France, et je dois dire que l'examen est bien mieux fait en Israël que tel que je l'ai connu lors de mes études en France. Qui réalise l'examen, l'ORL? L'ORL lui-même. Et après, il est quand même vérifié par l'audioprothésiste. L'audioprothésiste, s'il y a besoin de prothèses. Mais heureusement, en tout cas chez l'enfant, c'est rarement le cas, comme on le verra. Les principales causes de perte d'audition chez l'enfant sont liées à l'otite séreuse, à la présence de liquide dans l'oreille moyenne. Alors, quelles sont justement les causes de troubles auditifs chez l'enfant, Michael Wolf? Ça dépend du type de surdité. Si on est dans un cas de surdité de type transmission, on a, comme l'a dit Pierre, des otites séreuses, en général chroniques, qui sont... on retrouve du liquide un petit peu visqueux qui perturbe les vibrations du tympan et des osselets, qui empêchent les ondes d'arriver à l'oreille interne. Il faut savoir que ce type de surdité de transmission sont en général des surdités qui sont pas super profondes, avec une perte maximum de 50 à 60 décibels, qui sont en général réversibles et qui peuvent être traités par médicaments ou chirurgie. Puis les fameuses otites, les fameuses surdités de perception qui touchent plus l'oreille moyenne. Et là, on a des cas, 30% des cas les causes ne sont malheureusement pas connues. On peut avoir des causes héréditaires, des causes acquises comme des infections virales, etc., des traumatismes, plusieurs causes de ce type-là. Justement, on va regarder donc le récapitulatif des causes des pertes auditives, le vieillissement, les traumatismes acoustiques, les otites à répétition, les surdités héréditaires, le bruit, les nuisances fortes qui peuvent aussi détériorer fortement l'audition. Puisque l'on parle de ça, regardez cette autre infographie de 0 à 80 décibels. Eh bien, pas de problème pour nos oreilles. Au-dessus de ce seuil, le son est dangereux. Il faut se protéger. C'est le niveau de son, par exemple, des concerts ou bien d'un avion qui décolle. Tout le monde n'est pas égal face à la perception du son. Mais plus l'âge est avancé, plus la sensibilité acoustique diminue, jusqu'à possibilité de perte totale de l'audition. Pierre Attal, c'est bien ça? Le traumatisme sonore est sans doute une des causes les plus fréquentes chez l'adulte. Je voudrais insister sur un point qui est important pour tous les téléspectateurs. Toute surdité unilatérale d'un seul côté doit particulièrement attirer l'attention chez l'adulte en particulier et doit faire consulter un ORL car ce peut être des causes très particulières importantes. Donc retenez unilatéral. Toute cause unilatérale d'un seul côté, une oreille qui n'entend pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une presbyacousie, ce n'est pas un problème de vieillissement. D'accord, on va regarder tout de suite ce que pensent les gens dans la rue. Nous sommes descendus dans la rue pour connaître votre avis sur la question. Avez-vous déjà passé des tests d'audition? Eh bien, la réponse est maintenant et c'est avec Olivia Lévy. Oui, quand j'ai dû passer mon permis de conduire, mais depuis, plus rien. Lorsque l'on change de travail, c'est obligatoire d'en passer un. Oui, souvent, depuis que je suis enfant. Pour l'armée? Oui, et tout allait bien. Il y a 2 mois environ, je pense. Non, je n'en ai pas besoin. Oui, bien sûr, plusieurs fois. Oui, quand j'étais plus jeune et aussi à l'école quand on faisait un cours sur le sujet.
Oui, j'en fais un tous les 2 ans, car à notre âge, parfois, on peut ressentir que notre ouïe diminue. Sûrement, je ne me souviens pas de quand, mais sûrement. Donc on vient de le voir, hein, c'est très commun les tests de l'audition ici. On va tout de suite retrouver Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, alors bonjour Valérie. Nous avons reçu cette semaine une question de Judith qui nous dit que son fils de 2 ans et demi fait des otites à répétition et cela depuis qu'il est déjà tout petit. Alors ils ont été consultés. Son pédiatre lui a dit qu'il avait un léger retard de langage. Du coup, elle se demande si d'après vous, Pierre Attal, il serait nécessaire qu'il soit posé des yo-yo. Qu'en pensez-vous? Pierre ou bien peut-être Mickaël? Pierre Attal? Les yo-yo, c'est ce qu'on appelle les aérateurs transtympaniques. Je dirais un mot, pas de précipitation. Très souvent, on constate une otite séreuse, la présence de liquide dans l'oreille, et c'est un phénomène qui peut être transitoire est tout à fait normal, en particulier après une otite aiguë, il est normal d'avoir du liquide. Donc il n'est pas question de poser des yo-yo, des aérateurs transtympaniques, après la visualisation de liquide dans l'oreille moyenne. D'autant que c'est assez démocratisé ces yo-yo, mais c'est très contraignant quand même. C'est très contraignant et ils ne sont nécessaires que s'il y a une baisse d'audition constatée. Donc cela veut dire qu'il doit être fait un audiogramme, je dirais même plus un deuxième audiogramme, 2 mois après, 3 mois après, pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un phénomène transitoire dans lequel le yo-yo n'aurait que des avantages, comme vous l'avez dit, pour la baignade et pour autres, et pour les complications qui existent. Donc ne pas se précipiter, aller voir un ORL, faire un premier audiogramme, faire un deuxième audiogramme, et si besoin, mettre ce yo-yo qui remplace la trompe de stage, qui permet de rentrer de l'air dans l'oreille et donc d'assécher l'oreille et d'éviter le problème de surdité. Une autre question, hein, peut-être, Marianne? Oui, celle d'une téléspectatrice de Paris qui nous dit que lorsque sa fille de 4 ans est devant la télévision, il est très difficile pour elle de la faire réagir. Elle est obligée de l'appeler plusieurs fois et souvent même de lever la voix. Alors du coup, elle se demande si c'est plutôt une question de personnalité ou si c'est un réel problème auditif. Qu'en pensez-vous? Écoutez, si cette petite fille est entre l'heure du midi, devant Midi Ensemble et est subjuguée par Valérie... Par vous, certainement, elle attend votre réponse. Alors, effectivement, elle peut ne pas vouloir entendre la réponse de sa maman. Mais plus sérieusement, non. Dès qu'on est dans un contexte avec un milieu un petit peu bruyant et on ne perçoit pas une voix qui est en plus proche de soi, c'est évident qu'il faut consulter et faire, comme Pierre a dit, au minimum un audiogramme. Mais Mickaël, dites-moi, quelles sont les conséquences au quotidien pour un enfant, justement, qui n'entend pas bien? S'il n'entend pas très bien, le problème est surtout chez d'enfants qui n'ont pas été dépistés au jeune âge et qui arrivent par exemple en âge scolaire, quitte à Aleph, Bet ou en CP, CE1, et qui va être étiqueté parfois d'enfant qui est dans la lune, qui va être étiqueté malheureusement même aussi de troubles de l'attention, de la concentration, et qui va même parfois même être traité pour cela, alors que le problème se trouve au niveau de l'oreille. Ce pauvre enfant ne va pas entendre correctement l'instituteur ou l'institutrice, et même dans la cour de récréation, il va être un petit peu isolé parce qu'il ne va pas être avec ses copains pour un problème tout simplement de compréhension des jeux. Justement, est-ce que ça existe ici en Israël, Pierre Attal, des centres justement pour malentendants? Oui, il existe des centres pour malentendants, pour l'adulte et pour l'enfant. Pour l'enfant en particulier, c'est des centres qui réalisent en général, il y a 3 grands centres, hein, sans citer les noms, il y a 3 grands centres donc, qui réalisent les examens audiométriques et qui ensuite accompagnent les parents au plan psychologique, au plan social, hein, puisqu'il y a le problème du coût, et au plan scolaire. Alors il y a les deux théories qui s'opposent. Justement, les appareils auditifs ici? Comment? Ça coûte cher? Ça coûte cher les appareils auditifs, mais il y a une très bonne prise en charge, à peu près à 100% pour les enfants et pour les adultes au-delà de 65 ans également. Il peut y avoir des différences. Vous savez qu'ici, il y a 4 coupotrolimes de caisses maladie, et donc il peut y avoir des petites différences entre les unes des autres, mais dans l'ensemble, le remboursement se fait très très bien. Comment faire le bon diagnostic chez l'enfant, Mickaël? C'est compliqué quand même, hein? L'évolution est en général, le processus est en général très, très simple, à savoir les parents manifestent un problème, l'enfant qui a un retard de langage ou ne réagit pas au son, ou le pédiatre, lors d'une évaluation, que ce soit ici en Antipatrella ou ailleurs, de retard de langage, vont être amenés chez un ORL qui pourra regarder correctement les oreilles, ensuite passer à l'audiogramme et faire des examens complémentaires si nécessaire.
Alors justement, on va regarder les attitudes qui doivent alerter justement les parents. Si l'enfant ne réagit pas à la voix, si une personne est loin de lui, s'il fait répéter sans cesse les choses, s'il fait des otites fréquentes, si son comportement est trop agressif, au contraire trop calme, ou bien s'il parle très fort. C'est ça, Michael? Exactement. Alors justement, quand un problème est diagnostiqué, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Un audiogramme. Et les traitements? Ça dépend de la cause. Si on est dans un contexte d'otite ou d'étite séreuse, le traitement peut être médicamenteux ou chirurgical, donc traitement antibiotique, cortisone, histaminique, on ne manque pas de moyens. Et parfois, on est amené à faire un traitement par mise en place d'un appareillage ou parfois même d'un implant cochléaire. Pareil pour les adultes, rapidement. Pareil pour les adultes, donc pour les surdités dites de transmission, donc qui atteignent l'oreille moyenne, en gros le tympan et les osselets, il peut y avoir des possibilités chirurgicales. Merci. Pour les atteintes de perception, en général, c'est l'appareillage et peut-être les implants. Beaucoup. On en parlera un peu plus. À vous deux, voilà, c'est la fin de notre page santé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une bonne après-midi. Si vous avez le moindre problème pour entendre, surtout n'hésitez pas à consulter. Et puis, restez avec nous, Midi Ensemble, ça continue.